Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Égypte essaie toujours de déployer des efforts très intenses afin de stabiliser la région proche-orientale, mais aussi la région africaine. Encore une fois, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que parmi les grands titres qu'on a aujourd'hui pendant cette édition des directs. Justement, avant de commencer notre discussion, nos reportages, j'aimerais bien sûr saluer notre invité de marque, M. Raouf Gafar, notre grand analyste politique et économique. Vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Bonsoir. Bonne soirée à vous et même chose pour vous, chers téléspectateurs, vous êtes toujours le bienvenu et bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais bien sûr tout d'abord vous présenter les grandes activités qui sont déployées par M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi durant les derniers jours. Le président Abdel Fattah al-Sisi reçoit le commandant en chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, en présence du chef des services de renseignement généraux, le général Hassan Rachad, le commandant en chef adjoint de l'armée nationale libyenne, le général de corps d'armée Saddam Khalifa, et le chef d'état-major de l'armée nationale libyenne, le général de corps d'armée Khaled Khalifa. Le président el-Sisi reçoit un appel téléphonique de Sa Majesté, le roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que l'entretien a porté sur les relations bilatérales distinguées entre les deux pays et sur les moyens de les renforcer davantage dans divers domaines, de manière à servir les intérêts communs et à consolider les liens de fraternité et de solidarité arabe. Le président el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron. L'entretien a porté sur des évolutions de la situation régionale, en particulier dans la bande de Gaza. En ce qui concerne la situation au Soudan, le président el-Sisi a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Soudan. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, dans notre ligne de mire, c'est en gros les dernières évolutions qui ont eu lieu dans la bande de Gaza, dans ce dossier palestinien, mais aussi comment l'Égypte traite jusqu'à maintenant ou observe quand même les développements qui touchent la question soudanaise et quand même la mer Rouge. Mais justement, nous devons partir de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que le système d'assurance maladie globale reflète la vision de l'État égyptien de bâtir, de construire un système de santé solide et complet. Lors de sa réunion avec le directeur de l'Autorité générale de la santé, Madbouli a indiqué que ce système d'assurance repose sur un pilier fondamental, le fait de garantir des services de santé intégrés de haute qualité à chaque citoyen partout dans la République. La réunion a porté sur les préparatifs de relancement de la deuxième étape du système d'assurance maladie. Le Premier ministre a affirmé que la santé des citoyens est une priorité absolue pour le gouvernement, soulignant la nécessité de traiter les citoyens avec respect et de faciliter leur accès aux soins, en particulier les personnes les plus vulnérables. Docteur Raouf Gafar, justement, je dois mettre des lignes sous cette dernière phrase ou expression. Les personnes les plus vulnérables doivent avoir accès aux services sanitaires de haute qualité. Donc c'est le grand but affiché par l'État égyptien. Mais justement, comment vous observez les instruments à travers lesquels nous pouvons atteindre de tels objectifs? Un espoir, un grand espoir.
c'est-à-dire la santé, c'est un pilier très important pour avoir un citoyen actif et productif. Santé et éducation. On parle de santé, c'est très essentiel et nécessaire que chaque citoyen ait accès à un système sanitaire d'assurance pour pouvoir se guérir si jamais sont beaucoup de dépenses. Oui. Le système n'est pas nouveau, est appliqué dans beaucoup de pays. Mais il y a beaucoup d'obstacles justement devant l'État et devant les citoyens actuellement. Par exemple, l'inflation, les prix très enflammés des médicaments. Absolument. Un système ambitieux, comme je viens de dire, très coûteux, et ça demande un effort colossal du gouvernement pour essayer de maintenir les prix convenables et abordables par les citoyens les plus vulnérables, comme vous venez de dire. Ouais. Ça va prendre un grand effort, ça va coûter cher, mais le résultat, si jamais obtenu, est excellent. Ouais. D'autre part, on trouve que M. le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé l'intérêt du gouvernement à résoudre les problèmes de Maspero et de journaux nationaux, se fondant sur sa conviction de l'importance du rôle des institutions dans la diffusion du savoir, des connaissances et dans leur contribution positive et efficace à la formation de l'opinion publique et au développement de la conscience culturelle et sociale. Sa déclaration a été faite lors d'une réunion du Premier ministre en présence du président de l'Autorité nationale de la presse, Abdel Sadek Al-Shourbaghi, et du président de l'Autorité nationale des médias, Ahmad El-Muslimani, afin de discuter de solutions radicales aux difficultés financières de Maspero et des journaux nationaux. Au cours de cette réunion, Madbouli a affirmé la volonté du gouvernement de proposer des solutions sérieuses et novatrices aux problèmes des deux instances, à condition que celles-ci s'accompagnent d'une véritable vision de développement, de restructuration, et que les deux instances soient en mesure de remplir leur mission sans avoir recourir à nouveau à l'emprunt. Le chef du gouvernement a demandé aux dirigeants des deux instances de préparer rapidement une étude approfondie détaillant les procédures financières de leurs institutions respectives de manière à contribuer à l'amélioration de leur situation économique. Donc, comment vous commentez cette nouvelle et quel est, ou comment quand même nous pouvons arriver à avoir de bons plans afin d'augmenter les consciences, augmenter la sensibilisation chez les citoyens à travers un bon plan du point de vue financier, du point de vue économique? Premièrement, il faut admettre que les lecteurs des journaux diminuent. Les écrivains? Non, non, les écrivains existent, mais ceux qui lisent, ceux qui lisent, ils diminuent de plus en plus. La distribution diminue de plus en plus, et le journal, qui était une source très importante pour le citoyen, les nouvelles, etc., commence à perdre son importance. Et il est substitué par la média sociale et la télévision. Donc la télévision maintenant, c'est la source, à mon opinion, pour un peuple comme le peuple égyptien, la plus importante pour transmettre les nouvelles, pour mettre le citoyen au courant de ce qui les nouvelles crédibles. Les nouvelles crédibles, les nouvelles qui ont deux sources officielles bien établies. Une chaîne qui appartient au gouvernement doit, en principe, diffuser des nouvelles qui sont vérifiées et qui sont vraies. Ouais. Donc, encore une fois, c'est la source la plus importante. Ouais. Alors, il faut que disons, la transmission soit très bien planifiée de manière à arriver directement à chaque citoyen
pour lui transmettre un message vrai, encore une fois, de ce qui arrive autour de lui et augmenter, comme vous avez dit, sa conscience envers... Et pour lutter contre les rumeurs, pour lutter contre toute nouvelle falsifiée. Absolument. La crédibilité de ce genre de transmission, c'est la chose la plus importante. Sinon, il va se diriger ailleurs et ce n'est pas très bon. Ouais. C'est pour ça que la télévision et la média sociale appartenant au gouvernement ou en provenance de sources gouvernementales doit être, sur le plan crédibilité, 100%. Ouais. Passons donc à un dossier qui touche chaque citoyen, femme, homme, enfant quand même, ici en Égypte, ce qui se passe sur la scène palestinienne, avec plus de précision dans la bande de Gaza. Justement, le Caire intensifie son aide d'urgence à Gaza après les inondations dans les camps de déplacés. Donc, comment l'Égypte essaie d'intensifier, de développer de plus en plus et d'accélérer ses efforts pour sauver les habitants de la bande de Gaza, non seulement des tirs des occupants israéliens, mais aussi de cette vague de vent, de pluie, de cette dépression atmosphérique. C'est ce qu'on va savoir à travers ce reportage. Après ça, nous allons jeter plus de lumière sur différentes dimensions concernant les dernières évolutions dans la bande de Gaza. Le comité égyptien pour l'aide humanitaire a intensifié ses efforts après que les fortes pluies ont inondé mercredi 10 décembre des milliers de tentes de déplacés dans la bande de Gaza, aggravant une situation humanitaire déjà catastrophique. Une forte dépression atmosphérique a frappé la bande de Gaza au cours des dernières heures, entraînant l'inondation de milliers de tentes dans les camps de déplacés en raison des pluies torrentielles. Le comité égyptien était présent au plus fort de la précédente dépression atmosphérique, répondant à des dizaines d'appels lancés par les déplacés et parvenant jusqu'à leur lieu de rassemblement. Les équipes du comité égyptien travaillent sans relâche pour transporter les tentes par camion vers les centres d'hébergement. De nombreux déplacés vivent dans des tentes de fortune, souvent endommagées par les conditions météorologiques extrêmes, et certaines ne sont que de simples abris précaires fournis par des institutions locales. Le comité égyptien a établi plus de 15 camps de déplacés dans différents gouvernorats de la bande de Gaza, notamment dans le gouvernorat central, la ville de Gaza et la zone de l'axe de Netzarim. Les travaux se poursuivent pour la création d'un camp d'hébergement plus vaste, notamment après la destruction complète des zones d'Al-Zahra et d'Al-Magharqa. Il a insisté sur le fait que les tentes, les vivres et la farine sont fournis dans le cadre des efforts humanitaires coordonnés par le comité égyptien afin de soutenir les populations confrontées à des conditions d'urgence extrêmes. Des centaines de déplacés installés le long de la route Al-Rachid souffrent également de l'infiltration des eaux de pluie dans leurs tentes provoquées par le passage constant des véhicules. Donc, M. Raouf Gafar, comme nous venons de voir dans ce reportage, l'Égypte dans une course contre la montre pour lutter contre ces dépressions atmosphériques. Le comité égyptien pour l'aide humanitaire a établi plus de 15 camps de déplacés dans différents gouvernorats de la bande de Gaza. Comment vous évaluez les efforts sur le terrain? Même le climat n'est pas content de ce qui arrive. C'est-à-dire... franchement, moi j'envie les responsables égyptiens pour leur patience. Nous savons tous qu'Israël n'a jamais respecté. Patience stratégique. Absolument.
Et maintenant que les conditions atmosphériques sont encore terribles, et ils ont endommagé des milliers de tentes, comme vous venez de dire dans votre rapport, mais ce qui demande un déplacement de ces différents camps et de ces différentes tentes dans des endroits, espérons bien qu'ils ne seront pas touchés par des autres dépressions atmosphériques, etc. Mais les conditions sont vraiment très tristes. Et l'Égypte, elle exerce une pression d'un côté et un effort vraiment colossal pour essayer d'offrir aux Palestiniens la moindre aide, disons, pour avoir... C'est le maximum des efforts égyptiens pour arriver... On parle jusqu'à maintenant de 93e convoi égyptien à partir de l'Égypte vers la bande de Gaza sous le titre Zad al-Izza de l'Égypte vers Gaza. Et donc on essaye non seulement de sauver les êtres humains, mais de sauver également la dignité de ces êtres humains. Moi, je veux qu'on n'entende plus le mot convoi. Il faut que la nourriture, il faut que l'eau, il faut que tous les besoins, médicaments et autres, arrivent à destination très aisément, c'est-à-dire directement. Toujours, il y a des obstacles de l'occupation israélienne. Absolument, ça doit cesser. D'une manière ou d'une autre, on doit aboutir à une solution pour que ce genre de, je ne vais pas appeler aide humanitaire, mais je veux dire des besoins pour sauver ces gens. Pour assurer une vie la minimum, disons, décente minimum. Alors, l'Égypte ne manque pas à faire des efforts dans cette direction. Vous avez dit des efforts et d'autre part des pressions qui sont faites par l'Égypte et des pressions sur l'occupation israélienne afin de cesser ces atrocités jour et nuit perpétrées contre les Palestiniens. Justement, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr al-Ati, a mis les points sur les i en ce qui concerne quelques questions lors de son train téléphonique avec son homologue britannique Yvette Cooper. En ce qui concerne le développement des situations à Gaza et au Soudan, Abdel Ati a dit, ou quand même a affirmé l'importance de garantir la durabilité de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et il a insisté sur la nécessité de mettre en application les modalités de la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump. Donc 2 points jusqu'à maintenant, il y a d'autres. Oui. Je veux dire que ce premier et ce second point devaient être en rigueur il y a des mois. Est-ce que nous pouvons arriver à maintenir la durabilité de cessez-le-feu? Est-ce que nous pouvons vraiment arriver à appliquer les mécanismes de la deuxième phase de Donald Trump, de plan de paix de Donald Trump? Je pense que rien n'empêche. C'est Israël qui est là et qui fait ce que bon lui semble. Et c'est elle qui ne veut pas cesser le feu. Mais en principe, je pense que ce n'est pas difficile aboutir à ceci. Comme je dis, on devait faire ça il y a quelques mois, disons, mais malheureusement, ça continue, sans raison compréhensible, mais certainement, avec un peu plus peut-être de pression, on peut arriver à cette seconde phase et à un cessez-le-feu prolongé qui permette à commencer, disons, des autres phases pour... Notre ministre égyptien des Affaires étrangères a dit à son homologue britannique qu'il est important plutôt de déployer une force de stabilité internationale dans la bande de Gaza. Votre opinion? Apparemment, c'est le seul moyen. C'est-à-dire, c'est le seul moyen d'arrêter ce qui arrive, c'est de mettre une force internationale, de façon ou d'une autre, Nations Unies ou autres, pour essayer de, disons, mettre une certaine distance entre les deux parties, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'atrocité
de côté israélien. Oui. L'Égypte insiste sur le rejet de toute mesure concernant la vision, plutôt la division entre la Cisjordanie, occupée par Israël, la bande de Gaza, toujours sur le blocus, les crimes de guerre israéliennes. Et également, l'Égypte a assuré quand même l'importance d'annuler toute mesure visant à éliminer la solution à deux États. Première, je commence par la seconde parce que maintenant la plupart des pays du monde ont reconnu un État palestinien. Donc aller à la solution de deux pays, c'est pratiquement un consensus international. Oui. On ne peut pas reculer là-dedans. Oui. À mon opinion, la bande de Gaza ou la Cisjordanie, c'est un seul pays qui a été divisé en deux par Israël. Mais c'est toujours un seul pays, un seul peuple qui a le droit de se réunir et d'être sous le même drapeau. Donc les efforts pour diviser, moi je ne peux pas comprendre. Ils vont faire deux États palestiniens par exemple, ou bien un État qui soit sous la souveraineté d'Israël et l'autre non. C'est-à-dire une solution très, très fluide, qui n'est pas compris, qui n'est pas définie. Et quand même, Israël a dit que les lignes jaunes sont mes lignes, et ainsi de suite, dans la bande de Gaza. Mais j'aimerais vous poser cette question également, dans le cadre que tant qu'il y a une occupation israélienne, il y aura une résistance palestinienne, une résistance légitime. Dans ce cadre, dans ce contexte, on trouve que à l'occasion de la 38e anniversaire de la création de Hamas, Khalil Haya, le leader de Hamas dans la bande de Gaza, a dit que le Hamas a le droit légitime d'être armé. Et également, il a appelé à la formation immédiate d'un comité technocrate chargé d'administrer la bande de Gaza, composé par deux représentants palestiniens. Pour gérer Gaza avec un comité pareil, ça peut aller. C'est-à-dire, on peut arriver à ça. Oui. Mais l'affaire que Hamas a le droit de s'armer, etc., je ne penserai jamais qu'Israël acceptera cela. Oui. D'une façon ou d'une autre. Pas aujourd'hui, mais peut-être dans le futur quand les choses changent. Mais maintenant, c'est pratiquement impossible. Oui. Donc, si jamais on veut aboutir à une solution acceptable des deux côtés, on doit réduire nos demandes et que nos demandes soient un peu logiques. Moi, je pense que cette affaire est un peu hors du contexte. Comment est la situation humanitaire au Soudan? Donc, c'est notre deuxième dossier, notre deuxième question pendant cette édition. Avant d'aborder ces questions, j'aimerais bien sûr vous proposer cette vision, ce rapport concernant la situation dans le Soudan. Le Soudan traverse l'une des pires crises humanitaires de son histoire récente, conséquence directe du conflit armé qui oppose depuis des mois les forces en présence. Les affrontements ont entraîné l'effondrement des services de base et une dégradation dramatique des conditions de vie de millions de civils. Selon les organisations humanitaires, des millions de Soudanais sont aujourd'hui confrontés à l'insécurité alimentaire, au manque d'eau potable et à l'absence de soins médicaux. Les hôpitaux sont en grande partie hors service, tandis que les déplacements forcés se multiplient à l'intérieur du pays et vers les États voisins. Les femmes, les enfants et les personnes âgées figurent parmi les catégories les plus vulnérables, exposées à des risques accrus de violence et de maladies. L'accès humanitaire reste extrêmement limité en raison de l'insécurité persistante et des difficultés logistiques.
Les agences internationales appellent à des couloirs humanitaires sûrs et durables afin de permettre l'acheminement de l'aide d'urgence aux populations les plus touchées, notamment dans les zones de combats intenses. Parallèlement à cette catastrophe humanitaire, les efforts diplomatiques se poursuivent pour parvenir à une solution politique. Plusieurs initiatives régionales et internationales ont été lancées pour relancer le dialogue entre les parties soudanaises. Des négociations soutenues par l'Égypte, des acteurs africains et internationaux visent à instaurer un cessez-le-feu durable et à ouvrir la voie à un processus politique inclusif. Cependant, le parcours des négociations demeure fragile. Les violations répétées de trêves annoncées et le manque de confiance entre les parties compliquent toute avancée significative. La communauté internationale insiste sur la nécessité d'un engagement sincère des belligérants, plaçant la protection des civils et l'accès humanitaire au cœur de toute solution. Donc, Monsieur Raouf Ghafar, comment vous suivez, observez la situation humanitaire très détériorée, très en danger au sein du Soudan? C'est triste, franchement c'est très triste, spécialement, c'est-à-dire entre Israël et Palestine, c'est deux peuples, ces deux pays, disons, qui se combattent. Mais là, c'est le même peuple, c'est les Soudanais qui combattent contre les Soudanais. C'est ça qui rend les choses un peu plus tristes. Et ça, ce n'est pas compris. Mais en principe, maintenant, nous avons une situation humanitaire très détériorée et qui demande une intervention continue. Et apparemment, on ne peut pas faire ceci parce qu'il y a des forces qui empêchent l'arrivée de ces aides à des endroits particuliers, ce qui rendent les choses plus compliquées et le problème plus complexe. C'est pour ça que nous espérons que ils se mettent d'accord d'une façon ou d'une autre pour essayer de cesser ce qui arrive. Et mon Dieu, ce sont des frères à la fin du compte. Ouais. Et savoir exactement, je comprends qu'il y a un gouvernement légitime, il y a une armée officielle, etc., et qui a le droit de gérer le pays. Mais les milices n'ont pas ce droit. C'est pour ça qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, que n'importe qui, pays ou autre, qui aide ces milices à faire ce qu'ils font, doit cesser de faire ça. D'une manière que ces milices doivent céder et faire partie du Soudan en général. À la lumière de l'unité du Soudan, de l'intégrité territoriale du Soudan, c'est toujours l'appel, la vision et quand même les exécutions de cette vision égyptienne sur le terrain. C'est ce qui a quand même a été souligné par cet entretien téléphonique entre notre ministre égyptien des Affaires étrangères et monsieur ou son homologue britannique Yvette Cooper. L'Égypte a jeté la lumière sur la ferme position, sur sa ferme position concernant le fait de soutenir l'unité et la stabilité du Soudan, mais aussi soutenir les institutions nationales du Soudan. Absolument, comme je viens de dire. On ne peut pas avoir une institution officielle reconnue par tout le monde, un gouvernement officiel, et puis vis-à-vis des milices. Ouais. Ça n'arrive pas. Mais on trouve qu'il y a des instances, des milices étrangers, des interventions régionales et internationales au sein du dossier du Soudan. Et cette intervention, à travers laquelle
il y a des financements présentés, bien sûr, aux forces de soutien rapide, ces milices. C'est une affaire d'intérêt, c'est-à-dire ces forces, quoi qu'elles soient, étrangères, qui se mêlent et qui interviennent, et ils ont sans doute des intérêts. Et c'est pour ça trafic d'or, trafic d'armes. Absolument, armes, or, pétrole, je ne sais pas, les ressources et les richesses qui existent, ils les veulent. Ils veulent les exploiter, c'est pour ça qu'ils essayent d'aider ces militants pour obtenir ces ressources. Incompréhensible, oui, et c'est pour ça qu'on doit s'adresser à ces forces, à ces, je ne veux pas dire pays, mais je veux dire, comme vous l'avez dit, des instances, quoi que ce soit, pour essayer de le convaincre que peut-être quand le Soudan est uni, ils peuvent profiter des ressources qui existent un peu plus de ce qu'ils font maintenant. Et sa population qui souffre, la population soudanaise qui souffre. Et puis, pour se redresser, on a besoin de longues années. Ce n'est pas une affaire qui arrive dans un jour ou l'autre. Nous avons besoin de très long et que ce sont les Soudanais malheureux qui souffrent. Les enfants souffrent, les adultes souffrent. Et l'Égypte quand même souffre. Absolument, absolument. L'Égypte, comme pays de voisinage de premier ordre, d'ailleurs nous considérons le Soudan comme nos frères. Extension absolument de notre pays. Nous étions un seul pays il y a quelques années. Donc pour nous, un Soudan sécurisé, c'est une extension. Il y a plus de cinquantaine d'années, nous étions un seul pays. Absolument, oui. Je dis avant les années 50. Mais une 70aine d'années. Mais en principe, c'est-à-dire, pour nous, c'est un Soudan. Et on ne peut pas diviser ça en deux ou trois. Et ça nous menace quand il y a des problèmes à notre frontière, c'est-à-dire un problème chez nous. C'est notre sécurité sociale. Nationale qui est menacée. Oui. Comment vous observez les actions égyptiennes afin d'arriver à stabiliser le Soudan? Non seulement à l'est, à travers la constitution d'un front avec la Libye, avec le Tchad et bien sûr l'Égypte, à l'ouest c'est plutôt, et dans l'est, dans la mer Rouge, dans la Corne de l'Afrique, on essaye toujours de voir une sorte de présence égyptienne pour arriver à limiter les facteurs de menace, les facteurs de risque de toute stabilité, de toute guerre civile, pour arriver à pousser tous les éléments à la table de négociation, à cesser le feu, à sécher leurs financements illégaux et ainsi de suite. C'est difficile. La politique, c'est une chose excessivement complexe. Oui. Surtout que le Soudan a beaucoup de pays de voisinage. Et comme vous l'avez dit, il faut mettre l'œil sur l'Est, sur l'Ouest et sur... Dans la mer Rouge. Absolument. Il n'y a pas peut-être de menace ces jours-ci, au moins. De côté Est, mer Rouge, etc. Mais aujourd'hui, il y a un entretien avec la Libye. On essaye de se mettre d'accord. Probablement, ce dossier sera discuté, ou a été discuté, disons. Mais en principe, il faut que toutes les forces qui entourent le Soudan se mettent d'accord sur une solution pour le bien du Soudan. Et une fois que le Soudan est sécurisé, je pense que ça va se refléter sur tous les pays de voisinage. Et c'est un boulot très compliqué pour l'Égypte, très difficile pour l'Égypte. Premièrement, pour avoir une sécurité dans notre frontière sud, mais en même temps, il faut que ceux qui arrivent au Soudan cessent d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que notre destin, c'est comment arriver à stabiliser le voisinage, que ce soit les Palestiniens, les Israéliens, les Soudanais, les Libyens et ainsi de suite, sur tout le côté, mais bien sûr les Égyptiens à travers
leur conscience à travers cette sensibilisation qu'ils ont actuellement peut vraiment... Espérons bien. Oui, peuvent. Ouais. Les Égyptiens peuvent. Nous pouvons clôturer cette édition avec cette conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Raouf Gafar, notre invité, analyste politique et économique. Avec sa charte des spectateurs, nous devons clôturer cette édition. Nous cédons notre place pour la section anglophone. Merci beaucoup et à la prochaine.